Donc on va continuer de parler du bâti urbain du 19e siècle. Alors c'était un sujet qui était très flou parce qu'il n'avait absolument pas été étudié jusqu'à présent. Et donc je vais vous présenter un peu la méthode de travail que j'ai utilisée afin de réaliser une maquette numérique 3D. Alors une petite introduction rapide sur l'état des lieux tel que ça se présente aujourd'hui. Une conférence en 3 parties. D'abord, quels sont les documents dont on dispose pour travailler, comment on peut les exploiter et quelle a été la méthode de travail. Et puis en conclusion, je verrai avec vous comment on peut prolonger ce travail en remontant encore plus avant dans le temps. Donc je vous propose de partir tout de suite sur les traces de cette cité disparue, puisqu'en effet, pour réaliser une restitution en 3D de la ville de Coucy, telle qu'elle était au XIXe siècle, je me suis demandé sur quels éléments on pouvait s'appuyer. Alors si on fait un rapide état des lieux du patrimoine historique tel qu'il se présente à nos yeux, on connaît Coucy pour son château, dont il reste encore des ruines visibles malgré les destructions successives qui l'ont endommagé. Parmi les autres monuments historiques de la ville, on trouve l'église Saint-Sauveur. Je vais rapidement pour ceux qui connaissent le patrimoine, juste pour les rappeler. Bien évidemment, Coucy a également conservé des traces importantes de l'ensemble de ses remparts castraux et urbains. On peut citer notamment la tour du parc Termite, qui est quand même le principal chantier de restauration de la MBCC. Mais également la porte de Soissons, dont Michel a largement parlé. Et puis également la porte de Langres, qui avait été éventrée en 1917 lors du repli allemand. Donc on le voit, il reste des éléments visibles des monuments historiques de Coucy, restaurés pour partie, et donc le travail de conservation et de mise en valeur est toujours en cours, mais que reste-t-il du bâti urbain lui-même? Alors si on regarde les constructions de la ville haute, elles datent toutes du XXe siècle, aussi bien les équipements publics, vous avez l'hôtel de ville, et puis l'hôtel-dieu au second plan, que l'ensemble des maisons. Mais alors pour quelles raisons? L'ordinateur est un peu lent. Tout simplement parce que la ville elle a été reconstruite à partir des années 20 et a commencé d'ailleurs par l'hôtel de ville à laquelle a participé l'artiste Carlos Sarabezal, qui a également fait le monument aux morts. Donc force est de constater que la ville elle a été entièrement rasée durant le conflit et que sa reconstruction n'a guère laissé de traces visuelles. Donc on peut se demander sur quel document on peut se baser, parce qu'il y a bien des photos, des cartes postales, des gravures, mais ce dont on a vraiment besoin sont des éléments mesurables, tels que des plans qui ont servi à la réalisation de la maquette de Trouvelot, ou bien encore le cadastre de 1830, 1829 pour être exact, dont Michel vous a parlé. Et donc c'est ce qui va m'amener d'ailleurs à vous parler de SIG 3D. Alors voici la maquette qui a été réalisée à l'instigation de Jean Trouvelot. Ce dernier est né à Soissons en 1897, c'est un Axonais. Il fut architecte des monuments historiques de l'Aisne après 1920, donc après les destructions. Alors cette maquette a été présentée lors de l'exposition universelle de 1937. Il en existe 2 exemplaires, un qui est exposé encore au Palais de Chaillot à Paris, et l'autre dans la tour du musée de la Porte de Soissons à Coucy-le-Château. Alors, elle a l'avantage de bien restituer le relief du plateau sur lequel est posée la ville haute, ainsi que les fortifications qui l'entourent, mais on peut quand même constater quelques erreurs d'emblée. Déjà, le bastion de la Porte de Langres, dont Michel vous a parlé, qui apparaît dégagé, alors qu'à l'époque, il est en grande partie enseveli sur la route départementale. L'église Saint-Sauveur représentée avec un clocher, alors que celui-ci n'a été édifié que lors de la reconstruction, et puis l'arc de triomphe également qui n'a pas été matérialisé. Donc, la question qui reste, c'est qu'est-ce qu'il en est de la ville elle-même? Parce que sur cette maquette, seul le tracé des voies et des îlots apparaît. Alors comment faire pour restituer la volumétrie générale de la ville avant qu'elle ne disparaisse lors du conflit? Donc les plans de la maquette de Trouvelot ont été conservés, ils peuvent nous aider au moins à restituer le socle de la maquette, et le terrain peut être restitué à partir des courbes de niveau. Les remparts peuvent également être dessinés puisqu'ils les avaient relevés et que ceux-ci sont conservés dans les archives des monuments historiques. Mais les maisons. Alors, il y a une seconde source documentaire qui s'offre à nous, c'est le fameux plan cadastral de 1829. Donc les archives départementales et municipales en conservent toutes 2 des copies qui sont tout à fait similaires. On a bien la mention 1929, mais malgré tout il y a des mentions qui laissent montrer les modifications qui ont été réalisées depuis la première version qui, elle, n'a pas été conservée. Alors il s'agit de la mention nulle, vous l'avez ici à titre d'exemple, sur l'îlot de l'orphelinat, qui prouve qu'il y a eu des remembrements de parcelles.
Effectivement, l'ensemble a été réuni pour construire l'orphelinat. Il y a également la mention bis, comme vous l'avez pour la parcelle 103, où là, eh bien, on a eu une division en 2 propriétés, telles que vous pouvez le voir sur la carte postale. Par ailleurs, on a également le cas de terrain que Michel a cité, dont la construction est postérieure à 1830, comme la maison U qui a été édifiée donc, dans un style néogothique au début du XXe siècle. Mais surtout, le problème inhérent au cadastre de la ville haute, c'est la représentation des parcelles bâties. Au lieu de délimiter précisément le plan de la maison sur son terrain en la distinguant de ce dernier par un hachurage, c'est l'ensemble de la parcelle qui est hachuré. Donc nous n'avons pas la possibilité d'en déduire ne serait-ce que l'emprise au sol, et sans plan, il est difficile de songer à une représentation volumétrique des bâtiments. Néanmoins, les informations qui sont présentées sur le plan cadastral et celles qui sont contenues dans la matrice peuvent déjà nous permettre de faire une première représentation assez simple qui puisse alimenter un SIG 3D. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un SIG 3D? Qu'est-ce que c'est que cet acronyme? Déjà, ça veut dire Système d'information géographique. Pour simplifier, c'est le croisement de cartes géographiques et d'une base de données. Alors, vous avez peut-être déjà eu l'occasion de naviguer sur Google Maps et de cliquer sur des points d'intérêt pour obtenir de l'information, un hôtel, un restaurant, un musée. Et bien, c'est ça un SIG, c'est-à-dire qu'on a vraiment une carte et une information qui apparaît sous forme de fiche. Alors très rapidement, une petite représentation sur Google Earth. Donc on arrive sur Coucy. Vous avez représenté ici en beige les remparts médiévaux, en vert vous avez les parcelles et puis en rouge le bâti. Donc on va tourner rapidement autour de la ville. Vous pouvez m'excuser, la vidéo saccade un petit peu, mais déjà on sent que d'emblée on arrive à situer très sommairement le contexte et de voir tel que Coucy était à l'époque, même si la vue aérienne, elle, est contemporaine. Donc c'est un épandage assez rudimentaire, mais l'avantage c'est que chaque élément est un objet sur lequel on peut cliquer. Par exemple, si on prend une parcelle en vert et qu'on clique dessus, on va obtenir une fiche, on va avoir le numéro de celle-ci, on va avoir la contenance réelle qui est indiquée dans la matrice cadastrale, ainsi que sa typologie, et puis le nom des propriétaires. Faire la même chose sur une maison. Alors en plus des renseignements qu'on va avoir, on va avoir une photo qu'on peut agrandir et donc ça permet de répertorier l'ensemble des bâtiments de la ville. Et bien évidemment, ça peut fonctionner également pour une parcelle qui a plusieurs propriétaires, comme vous pouvez le voir ici, vous avez les différents noms des propriétaires. Donc voilà un premier travail qu'on peut réaliser à partir de données simples et qui fournissent une base de connaissances dont la consultation est d'autant plus aisée qu'elle est géolocalisée. Alors maintenant se pose la question de savoir comment aller plus loin dans le détail. Alors pour ça, nous allons faire ce que j'appelle de l'archéologie numérique ou virtuelle. Alors bien sûr, on ne peut pas prendre notre pelle et notre seau pour fouiller les fondations enfouies de l'antique cité. Je pense que les propriétaires actuels ne seraient pas tous d'accord. Et pour envisager une restitution, il faut quand même établir un plan. Donc nous allons voir comment, à partir d'une vue aérienne de 1918, ce travail a pu se concrétiser. Et nous verrons comment, dès lors, il a été possible de réaliser la maquette du bâti de la ville en incluant une partie du relief sous la forme d'un socle. Donc, tout au long de ce travail, finalement, c'est la découverte de documents d'archives qui a permis de franchir des étapes. Alors, moi, lorsque j'ai découvert cette photo, j'ai eu une joie immense parce que j'ai su que j'allais enfin pouvoir entamer un travail de restitution sérieux. Alors, cette photo, elle offre l'avantage d'avoir été prise à l'aplomb et de montrer les traces des murs et des bâtiments. Donc une fois que la photo est mise à l'échelle, il est possible de s'en servir pour redessiner un plan beaucoup plus précis que le cadastre de 1829, même si une marge d'erreur subsiste en raison de l'angle de la prise de vue et puis des déformations qui sont inhérentes à l'objectif de l'appareil photo. Donc on devine le contour de certains bâtiments emblématiques, comme la maison du gouverneur avec ses communs en retour d'équerre. Le bâtiment, lui, a entièrement disparu, il ne reste que le portail de l'entrée principale, dont nous aurons l'occasion de parler tout à l'heure. Vous avez également l'hôtel de ville qui a été aussi reconstruit sur un plan bien différent de celui d'avant-guerre. Et l'hôtel-Dieu, avec son plan en U qui est caractéristique, il était entouré d'un vaste jardin dont on devine les allées et qui s'étalait jusqu'au rempart. Alors, on aura l'occasion également d'étudier plus en détail le travail de restitution de cet édifice dans la dernière partie de la conférence. Alors, qu'est-ce qu'on voit si on zoome sur la carte ?
Alors c'est là où il faut bien préciser l'importance de pouvoir scanner des documents en très haute résolution, de façon à ne pas avoir de dégradation de compression. Techniquement, il vaut mieux privilégier un format TIFF au JPEG, qui est une véritable catastrophe, parce que le JPEG donne un flou, et donc on ne peut pas voir les détails. Donc même si l'intérieur de certains îlots est assez lisible, on arrive à deviner les murs, les cours, certaines bordures d'îlots sont complètement détruites, vous le voyez sur le pourtour, notamment ici. Et donc là, il faudra faire des hypothèses en analysant par ailleurs les photos et puis les cartes postales d'avant-guerre, et surtout les vues aériennes qui ont été prises par les aviateurs allemands durant le conflit. Donc le travail commence par un calage approximatif de la photo à une échelle correcte, et puis on dessine directement dessus à l'aide d'un logiciel de dessin vectoriel. Alors progressivement, le plan de la ville apparaît, avec quand même beaucoup d'interrogations sur certaines parties peu visibles, comme je viens de vous le dire, ou alors difficiles à interpréter. Est-ce que c'est une cour ou est-ce que c'est l'intérieur d'une maison? Donc on restitue également les murs et les clôtures, et puis une fois que le plan est achevé, il faut passer à l'élévation. Alors un second travail d'analyse commence pour évaluer la hauteur de chaque maison en fonction du nombre de niveaux, on n'en est pas encore au centimètre près, et puis également la forme des toits. Alors pour ça, on parcourt les documents, les cartes postales, photos, vues aériennes, à la recherche d'indications, c'est une véritable enquête qu'on mène. Donc cette première partie se fait à plat, directement sur la photo, mais vu que la ville est implantée sur un relief, il faut également restituer le terrain sur lequel elle se trouve. Donc là, on repart cette fois-ci du plan de Trouvelot, celui qui a servi à réaliser la maquette. On fait un premier nettoyage du scan du plan, ce qui permet d'effacer tous les éléments qui ne sont pas des courbes de niveau. Et puis, on utilise un logiciel de transformation qu'on paramètre pour vectoriser les courbes de niveau. Et voilà le résultat. Alors en noir, on a l'ensemble des courbes de niveau, et puis on a également redessiné les remparts médiévaux, qui sont en bleu, et le parcellaire ici en rouge. À partir de ces éléments, on peut modeler le terrain en 3D, en y incluant le parcellaire. Et donc, à partir, vous voyez, un exemple de vue aérienne qui a été pris par un aviateur allemand, ainsi que je l'évoquais tout à l'heure, donc une vue générale de la ville. Et voilà la restitution de la volumétrie de la ville prise sous le même angle de vue. Donc pour plus de lisibilité, on peut colorer les éléments principaux. Vous voyez le sol et la végétation, les routes, les chemins, les remparts, et puis enfin les bâtiments, pour lesquels on va distinguer le type de couverture, tuile ou ardoise. Alors pour plus de réalisme, il faudra utiliser des photos qui serviront de texture, et vous avez l'aboutissement d'un second travail de restitution, plus détaillé que celui que je vous ai montré du SIG 3D, et sur lequel on va pouvoir revenir afin de travailler désormais chaque bâtiment en détail. Donc, nous voici arrivés dans la troisième et dernière partie de cette conférence, où nous allons traiter les possibilités qui s'offrent à nous pour représenter de façon réaliste et aussi proche que possible de la réalité telle que le bâtiment fut à l'époque. Et donc, nous allons voir comment travailler à partir de plans et de photographies, et puis nous terminerons par un exemple de restitution qui est celui de l'Hôtel-Dieu. Donc, dans de très rares cas, jusqu'à présent, je crois que je n'en ai trouvé qu'un seul exemplaire, on a la chance d'avoir tous les plans du bâtiment, les façades et même les coupes. Donc dans le cas présent, il s'agit de la maison du gardien du château, qui a été édifiée par l'architecte Viollet-le-Duc. Donc il est très aisé de réaliser la maquette numérique de cet édifice et d'obtenir un aspect similaire à celui qu'il présentait avant sa destruction. Alors, autre avantage également du numérique, c'est que maintenant on a même des petites imprimantes 3D qui permettent, une fois qu'on a réalisé le bâtiment, de l'imprimer et de l'avoir également sous forme de maquette. Autre exemple que Michel vous a cité, celui de la maison U. Donc effectivement, le document qui a été trouvé par un des membres du CREC est très précieux puisqu'il s'agit d'une façade et d'une coupe de cette maison qui est dessinée au 1/50e, donc une échelle relativement précise. Il faut savoir qu'il ne reste plus de cette maison que le portail d'entrée et le mur de clôture que vous avez en haut à droite. Et donc c'est à partir des différentes vues qui sont, comme vous le voyez, plus ou moins nettes, plus ou moins précises que l'on a de cette maison, qu'il est possible de la restituer. Donc vous voyez en bas à gauche la vue prise depuis le portail avec la tourelle et son perron d'entrée tel qu'il figure sur les documents qui sont en bas à droite. Mais le plus souvent on n'a aucun plan sur lequel on puisse prendre des mesures. Donc on est obligé de travailler uniquement d'après photographie. Alors dans certains cas la prise de vue est suffisamment frontale pour travailler directement dessus,
ainsi qu'on l'a fait pour le plan de la ville, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Alors dans le cas présent, c'est celui de l'Arc de Triomphe qui est édifié donc vers 1830 près de l'ancienne porte médiévale de Chauny. On a estimé la largeur approximative de l'ouverture et on a calé l'ensemble des dimensions en redessinant les profils et les moulures qui, comme elles se retournent, eh bien, on applique un principe de géométrie descriptive et donc on peut également avoir le dégagement de celle-ci. Et puis après on extrude et on a le profil de l'arc. Alors pour finir, il convient également de citer le cas qui est très rare, où l'édifice est encore partiellement existant. Nous avons ici le cas du portail de la maison du gouverneur. Donc il est possible de le relever entièrement pour dresser les plans nécessaires à sa représentation en 3D. Néanmoins, ce portail est relativement haut, ce qui nécessite soit un échafaudage pour réaliser le relevé des parties hautes en toute sécurité, soit une station totale à visée laser, qui est quand même un petit joujou qui vaut dans les 30 000 euros. Donc malheureusement, je n'ai pas le moyen de faire face à aucune de ces deux solutions. Et là encore, le dessin sur photo a permis d'en faire la restitution. Donc au sol, une cote de l'ouverture permet de dimensionner la photo, mais cette fois, on utilise les possibilités du logiciel de dessin en intégrant un axe de coordonnées, donc ça sont des possibilités inhérentes au logiciel. Le logiciel calcule alors l'écart entre le point de fuite perspective de la photo et la dimension réelle, donc on va dessiner à l'échelle réelle. Et on dessine directement sur la photo en 3D, et donc progressivement, après, on va pouvoir basculer de la vue 2D à la vue 3D. Alors, maintenant que nous avons vu les différentes techniques de modélisation, nous allons étudier un cas concret qui est celui de la représentation de l'Hôtel-Dieu. Alors, il s'agit d'un édifice dont les premières pierres ont été posées à l'instigation du duc d'Orléans dans la première moitié du XVIIIe siècle et qui a été modifié au XIXe siècle. En effet, en 1869, le bâtiment a été surélevé d'un étage pour permettre d'accueillir davantage de malades dans un cadre qui soit mieux adapté à leurs soins. Donc même si le bâtiment est de plan relativement simple, en affectant la forme d'un U, il n'en demeure pas moins nécessaire d'avoir des mesures relativement précises si l'on veut pouvoir entrer dans le détail. À l'échelle de la ville, on peut se permettre des erreurs de quelques mètres, ça ne se verra pas. Mais quand on passe à l'échelle d'un bâtiment, une précision centimétrique est nécessaire si on ne veut pas tomber dans des aberrations graphiques. Alors, là encore, c'est à partir d'un document d'archives que ce travail a pu être entrepris, et je tiens à remercier Jean-Christophe Dumas qui m'a orienté vers un carton des Archives nationales qui contient différents documents concernant l'Hôtel-Dieu et qui est issu des archives de l'apanage du duc d'Orléans. Donc parmi ceux-ci, on trouve des plans du projet de construction, dont celui-ci, qui semble correspondre à peu près à ce qui a été réalisé. Alors on notera quand même au passage une certaine maîtrise de la part de l'architecte qui l'a dessiné, aussi bien dans la disposition des pièces que dans les proportions générales du plan. Alors, pour décrire très rapidement le programme, vous avez ce qui est le plus important au centre du bâtiment, les lits des malades, qui sont séparés par une cloison parce que visiblement il doit y avoir les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. À gauche, vous avez la chapelle, qui est largement ouverte vers les chambres des malades de façon à ce que ceux-ci puissent accéder à l'office, mais qui est également ouverte par un portail dont on va parler tout à l'heure, qui donne sur la place de l'Hôtel-Dieu de façon à ce que les habitants puissent aussi avoir accès à l'office. À droite, vous avez les 3 chambres des sœurs qui s'occupaient des malades, séparées par un couloir de distribution. Dans l'aile gauche, on a 2 salles de classe, puisque ça avait été demandé dans le programme de construction. Et puis de l'autre côté, la cuisine et l'escalier, puisque déjà au départ, on pensait faire un étage qui malheureusement n'avait pas été réalisé dans un premier temps pour des raisons économiques. On a également une échelle qui donne les dimensions en toise, mais bon, le document est quand même d'un tracé assez limité. Et la chance que j'ai eue, c'est que dans le dossier, il y avait également un devis des ouvrages qui donne les dimensions exactes hors tout du bâtiment, aussi bien la longueur du bâtiment principal que de ces 2 ailes, ce qui me permettait de me baser vraiment sur les dimensions et de pouvoir en déduire tout le plan. Et effectivement, une fois qu'on a recalé ça, eh bien on peut redéfinir chaque élément et on se rend compte qu'on tombe sur des dimensions en pied qui sont très précises. Donc du coup, eh bien, on peut redessiner le plan et vous voyez que ça tombe à peu près sur la base de l'édifice. Alors si on compare avec une vue aérienne de 1917, on constate que le plan est assez proche, malgré bien sûr quelques modifications qui ont été faites au XIXe siècle, mais on peut identifier la position de la grande salle et de la chapelle qui, vous voyez, elles ont été redécoupées par des cloisonnements. On a encore le couloir qui desservait les chambres des sœurs, la cage d'escalier et puis évidemment la cuisine qui était là. Et puis on devine les extensions du XIXe siècle autour de l'édifice.
Alors une fois le plan dessiné, il faut dessiner la façade, et là on utilise, comme montré précédemment, une photo de façade qui est relativement frontale pour faire l'élévation. Donc si on part du principe que les assises moyennes des murs ont un pied d'élévation, ce qui correspond un petit peu à ce qui a été fait en règle générale, donc c'est à peu près 32,5 cm, on peut calculer les hauteurs en comptant le nombre d'assises. Et donc voici le résultat. Alors on pourra noter que pour garder une harmonie d'ensemble, l'architecte qui a fait la surélévation de la façade en 1829 a pris soin de rappeler le type de fenêtre du rez-de-chaussée à l'étage. À gauche, on a les grandes baies de la chapelle, et à droite, dans les ailes, les fenêtres sont plus petites. Alors certaines ont été murées, tout simplement parce que vous avez une cheminée derrière, donc là vous avez la cheminée et la souche de cheminée. Sur la gauche, vous trouverez le portail de la chapelle avec des moulurations de style rococo, typique de l'époque de la construction, qui a été muré après la Révolution, quand la chapelle a été désaffectée et conservée pour des lits pour les malades. Alors pour restituer au mieux le détail des moulurations du portail de la chapelle, il faut étudier en détail les cartes postales dont on disposait en faisant des zooms. Malheureusement, en agrandissant les scans de celle-ci, on devine que difficilement la modélature. Parfois, on trouve une photo qui est un peu de meilleure qualité. Alors on aperçoit un bout de la zone qui nous intéresse, c'est un peu comme en archéologie, où on doit reconstituer une pièce à partir de fragments restants, et qu'on en a découvert, on assemble les différents résultats, les différents morceaux. Et donc voilà le résultat. Bon, les contours ont été légèrement accentués parce que en image de synthèse, on est obligé d'exagérer pour pouvoir avoir une vue sur le résultat. Un autre exemple de recherche, il concerne l'escalier de la terrasse de cet hôtel-Dieu. Alors malheureusement, on n'aperçoit que sur deux photos, une avant-guerre à gauche, on devine le pied droit de la rambarde et puis vous voyez les deux spirales là, qui le relient au soubassement en pierre, et après-guerre. On devine le travail de ferronnerie, mais c'est vraiment pas évident de comprendre comment ça a été fait. Donc là, il faut rechercher des documents d'édifices similaires, donc une rambarde en fer forgé, pour essayer de comprendre comment les choses s'organisent. Et donc, à la fin, on peut trouver une proposition de restitution de cet élément de détail. Dernier exemple, celui de la grille d'entrée. Alors vous voyez une photo complètement détruite de la ville. Là encore, ce n'est qu'un détail de la carte postale qu'il faut étudier. Le voici. Alors vous voyez le pilier, et puis vous voyez également le fronton en fer forgé qu'on aperçoit avec ce qui paraît assez bizarre, c'est cette antenne verticale au milieu du fronton de la grille, là où on s'attendrait plutôt à trouver une croix. Mais en fait, en regardant mieux, on la devine parce qu'elle est sur la même ligne que sur le sommet du mur de clôture à l'arrière-plan. Donc du coup, on peut proposer un élément de restitution avec cette croix et puis d'ailleurs le dessin en forme de cœur qui est juste en dessous. Et en utilisant le principe de la spirale de Pythagore, on dessine l'ensemble des différentes volutes du travail de fer forgé. Et pour le reste du bâtiment, il faut analyser chaque photo qui n'en montre qu'une petite partie et assembler les différentes pièces du puzzle. Donc à gauche, vous avez l'intérieur de la cour avec l'escalier dont on vient de parler qui mène à la terrasse, laquelle est surmontée d'une marquise en verre et métal. En haut, le clocher 19e qui a remplacé celui qui avait été démoli à la Révolution. À droite, les façades principales avant et arrière, et il nous manque malheureusement une vue de la façade nord qu'on devine à peine en haut. Donc voici le résultat en image qui va me permettre de reprendre mon souffle. Donc là vous avez un petit film qui vous montre un petit peu l'état de la ville, et on descend vers l'hôtel de ville en passant au-dessus vers l'hôtel de ville en passant au-dessus de l'hôtel de ville. Donc on tourne tout autour de l'édifice, voyez le plan U, voyez les petites extensions qu'on a restituées, l'ensemble de la vue arrière, le jardin dont je vous parlais qui allait jusqu'au rempart. Alors sur les plans du 18e, il y a un autre arrangement, on voit qu'il avait été refait. Il y a une grosse dénivellation, presque d'un niveau, entre l'hôtel Dieu et le jardin lui-même. L'extension qui est peut-être une cuisine puisqu'il y a quand même une cheminée autour. Alors toute cette partie-là est hypothétique puisqu'on n'a pas de photos à proprement parler. Une petite maison qu'on devine sur les photos qui était peut-être la maison du chapelain au XVIIIe siècle. La marquise entre les deux ailes. Donc l'étage était également
éclairée par des Velux. À l'époque, on appelait ça des tabatières. Et la façade principale, donc telle qu'elle était là encore au 19e siècle, même au début du siècle, avec les vues murées. Le portail en fer forgé, avec les deux, ce qu'on appelle des pots à feu sur le sommet des deux piliers qui l'entourent. Et on arrive sur l'escalier où Sœur Marie-Louise vous attend. Il y avait c'était effectivement les sœurs Marquette de Chauny qui donnaient les soins aux malades. Et voilà, et la production s'arrête là. Donc, grâce aux outils informatiques et à la masse documentaire dont on dispose, on peut donc progressivement restituer le bâti urbain tel qu'il était avant sa destruction lors de la Première Guerre mondiale. Donc, cette recherche permet de mieux comprendre celui-ci, et puis ça nous ouvre quand même d'autres horizons de recherche. L'idée de ce travail, c'est de constituer un socle d'études qui permettent de continuer le travail d'archéologie, ce que j'ai appelé l'archéologie numérique, et de remonter encore dans le temps, ce qui apporte des questions pour un développement futur. Donc on sait qu'il y avait un grand nombre de bâtiments qui dataient du XVIIIe siècle, à Coucy. Est-ce qu'il est possible de les identifier? Et puis est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut imaginer restituer la ville telle qu'elle était à l'époque médiévale, mais en se basant sur des documents tangibles? Alors pour conclure, je voudrais apporter quelques éléments de réponse à ces questions qui sont apparus au fur et à mesure de mes recherches. Alors si on prend un exemple, voici un ensemble de maisons de la place du marché, qui à première vue semble typique du 19e siècle. Ce sont des constructions en pierre de taille, on a des boutiques à rez-de-chaussée, logements à l'étage, toiture à deux pans en ardoise avec des lucarnes à la capucine, vous savez, c'est ce qui permettait le stockage dans le grenier, et puis des pignons à redans, à créneaux, tout à fait caractéristiques. Alors, la présence d'une tourelle, que je vous ai mis en jaune, à l'arrière, qui contenait vraisemblablement un escalier à vis, a d'abord attiré mon attention sur la possibilité que cette maison soit beaucoup plus ancienne. Et des détails viennent appuyer cette idée. Ce sont des cheminées qui sont en briques et pierre, donc assez typiques du 18e, des grandes fenêtres, dont certaines ont gardé leur menuiserie à petits carreaux, comme vous pouvez le voir au rez-de-chaussée, une corniche à modillons qui court sur les deux maisons, et puis également la présence de pilastres, donc un bâtiment assez fouillé. Et également, comme Michel vous l'a évoqué, en zoomant, on trouve la date de construction de l'édifice. Alors malheureusement, elle est incomplète, on lit juste les 30 mai et peut-être le premier chiffre. Grâce au travail de Michel, on sait que le bâtiment appartient au XVIIIe siècle aux frères Piplet, qu'il a fait l'objet de divisions, et pour ma part, j'avais émis l'hypothèse que l'une des deux vitrines occupait l'espace réservé aux porches pour accéder à l'intérieur de l'îlot, ce qui, effectivement, grâce aux recherches de Michel, a été confirmé par l'étude d'actes notariés. Donc à partir de ce dessin, on peut faire une proposition de restitution, et vous avez le bâtiment avec l'ensemble des baies avec leurs menuiseries à petits carreaux qui ont été restituées. On a les lucarnes, les devantures de commerce ainsi que les volets ont été supprimés. Le refend de toiture a été supprimé parce que, a priori, le bâtiment n'était pas encore divisé. J'ai gardé les deux pignons redans. Alors là, c'est une incertitude, mais bon, comme c'est assez typique de la région. À droite, on a restitué une porte cochère qui est mise en valeur donc, par les 4 pilastres de l'étage. Là encore, j'avais une problématique, c'est que d'un côté, j'en avais 2 et de l'autre côté, j'en avais 3. Donc ça tombait pas juste, mais en fait en regardant mieux les photos, j'avais vu que il y avait eu une reprise et que donc on avait reconstruit un contrefort sur le 4e pilastre. Donc là on a un travail symétrique qui est tout à fait propre et qui correspond à l'époque du XVIIIe siècle. Et puis une porte piétonne sur la gauche qui est effectivement également signalée dans les actes notariés. Alors, on essaye de continuer en passant du 18e au 17e. Donc en bas, vous avez la restitution des maisons sur un des côtés de la place du marché. À gauche, la maison des frères Piplet dont on vient de parler. Au milieu, à droite du portail central, se trouve une maison qui est située curieusement en avant de l'alignement et qui était occupée en 1914 par le géomètre Nivet. Donc vous avez sa plaque sur la façade. Et sur cette maison, plusieurs détails nous interpellent. L'arrière de la maison qui est noircie, on a un profil de corniche qui n'est pas le même que devant, on a des souches de cheminée qui correspondent à une mise en œuvre plutôt ancienne, et le bâtiment qui semble inachevé, puisque le pignon de droite est grossièrement bouché avec un ourdi de briques, que vous apercevez donc ici, qui jure avec le reste de la construction qui est assez soigné.
Et toujours aux archives départementales, j'ai trouvé une photo qui m'a apporté un premier élément de réponse. Vous avez des encres qui aident à maintenir le bâtiment, et donc on peut lire une première date, qui est celle de 1776, ce qui prouve bien que le bâtiment n'est pas 19e, mais bien qu'il a au moins été modifié au XVIIIe siècle. Mais un autre document, trouvé cette fois-ci aux archives nationales, vient antidater encore cette construction. Alors il s'agit d'une demande qui est faite par le sieur de Mory, qui était alors maire de la ville, qui est propriétaire de la maison et qui souhaiterait la rétablir suite à un incendie, d'où les traces noires, et pour cela acquérir les 3 étals de boucher, vous avez ici 1, 2, 3, qui sont voisins, pour un cens, donc l'impôt foncier, équivalent de 20 chapons. Donc la maison, elle est bien en partie du moins 17e siècle, ce qui nous permet de remonter encore d'un siècle. Alors est-ce qu'il est possible de remonter encore dans le temps ? Ça devient difficile, mais j'ai eu le plaisir de découvrir récemment un autre document aux archives nationales et cela me laisse le supposer. Ah oui, j'avais fait un détail sur le zoom. Voilà, alors il s'agit d'un registre de cens, qui est un document magnifique, dont on a conservé une copie en date du 17 août 1578, donc du XVIe siècle cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que c'est que le cens ? C'est, comme je viens de le dire, l'équivalent de l'impôt foncier qui était dû au propriétaire. Et là, en l'occurrence, il est payé à la propriétaire du lieu, qui est la duchesse d'Orléans. Alors, quelles sont les informations que cela nous apporte ? On va voir 2 exemples. Ici, on a celui d'une maison et d'un jardin qui sont porte de Gomeron. Et Gomeron, c'était l'ancien nom de la porte de Chauny, qui descendait donc jusqu'au petit village avec quelques maisons qui s'appelait Gomeron. Gomeron étant un saint de la région, et donc qui avait donné son nom au village. Donc on nous parle de jardin, il faut savoir que dans le document, on a l'ensemble des maisons qui sont décrites, que ce soit des maisons, des masures, voire des hôtels. Donc on a déjà une hiérarchie au niveau du bâti. On parle de jardin, de courtiller ou de courtile, donc on a des espaces de dimensions différentes, ce qui prouve que la ville haute n'était pas entièrement minéralisée, mais qu'il y avait encore des étendues végétales cultivées. Et puis on a également ici la mention de la tour carrée. Alors il faut savoir que c'est un fief, il y avait plusieurs fiefs à Coucy que Maxime de Sars a d'ailleurs relevé. Certains sont faciles à localiser puisqu'on a le fief de la porte Métrodon, qui est la porte d'entrée du château, de la porte de Soissons, et d'autres plus délicats comme celui de la tour carrée ou bien le fief de Carcassonne. Et d'ailleurs là encore Michel avait trouvé l'implantation de cette tour, puisque c'est une tour qui est située à droite de la porte de l'An. Néanmoins, la datation de l'ouvrage pose problème. En 1578, la duchesse d'Orléans, c'est la reine de France, Catherine de Médicis. Or, tout au long de l'ouvrage, on cite les sommes qui sont dues à Madame la dite duchesse d'Orléans. Donc normalement, même si elle n'était que reine-mère à l'époque, son fils lui avait donné Coucy en douaire, on devrait quand même la nommer en tant que telle. Par ailleurs, les noms des différentes personnes qui sont citées sont assez archaïques. On a des Jehan, des Daneley. Donc, c'est en regardant de plus près, parce que vous voyez, c'est quand même assez difficilement lisible, en déchiffrant le nom de l'auteur du registre, que la solution est apparue. Il s'agit de Pierre de Refuge, qui conseillait la duchesse d'Orléans, donc non pas en 1578, mais dans les années 1460-1480. Par ailleurs, la copie est signée de Maître Corbin en 78, d'où la copie qui avait été faite, la mention qui était, le manuscrit qui avait été porté, mais il ne vivait pas en 1578, il vivait en 1478. Donc la copie avait été faite peu de temps après l'original. Donc le manuscrit est du XVe siècle, et c'est un document qui est fantastique, puisque, à ma connaissance, c'est le seul document qui décrit Coucy, maison après maison, dans son état médiéval. Alors un dernier exemple de sens pour finir, parmi les numérations des impôts à payer, l'un d'eux est particulièrement intéressant car il s'agit de boucheries. Vous l'aurez compris, il s'agit de la construction des boucheries dont on vient de parler dans l'acte de 1687, qui à l'époque était détruite depuis plusieurs années, et dans les mentions qui sont faites, on retrouve les mêmes sommes à payer, celles de 20 chapons. Chacun doit payer 4 chapons, il y a bien 20 chapons en tout. Donc on peut localiser avec certitude cette construction dans le temps et dans l'espace. On a à la fois la date de construction et son évolution dans le temps.
Alors, ben voilà, on commence à dessiner le bâti urbain médiéval de Coucy. Alors, vous vous souvenez la première diapositive de la conférence qui était assez floue. Ben, désormais, on a une vue plus nette du bâti depuis le 19e siècle jusqu'à l'époque médiévale. En effet, dans ce document-là, on aperçoit même à l'arrière-plan une maison à pans de bois, typique de l'époque médiévale, celle qui est ici, que je vous ai colorée en jaune, qui devait ressembler à quelque chose comme ça, un peu prou, hein, elle avait été un peu diminuée. Donc, ben voilà, on a de nouvelles perspectives qui s'offrent pour nous pour dessiner par la suite le bâti médiéval de Coucy, mais vraiment avec des choses réalistes. Mais bon, je m'arrête là parce que je crois que j'ai dépassé mon temps de parole. Et donc, je vous remercie de votre attention. S'il y a des questions, bien évidemment, que ce soit à Michel Tranchard ou à moi-même. Quelle est la durée quel est le temps de travail que ça nécessite? Alors, le travail il avait été entrepris pour l'exposition de 2013. Et donc, pour la volumétrie générale de la ville, il a fallu 1 an, puisqu'il fallait effectivement recaler les bâtiments aussi par rapport au terrain naturel. Il y a quand même plusieurs mètres de dénivelé entre le bas de la ville haute et le haut. Et puis on continue depuis, au fur et à mesure des possibilités de temps restant, maison après maison. Vous avez vu une partie de la place du marché. Donc à terme, on espère bien arriver jusqu'au bout. Et Michel, de son côté, c'est pareil. Depuis cette époque-là, il continue régulièrement à travailler sur le sujet. Est-ce qu'il y a eu des fouilles archéologiques à Coucy? Il y a eu des fouilles archéologiques dans la tour du parc Hermite, puisqu'on a dégagé le sous-sol de la tour. On a mis à jour d'ailleurs des éléments qui ont trait à la fortification de l'artillerie au XVIe siècle. Mais sur le bâti, non, pas du tout. Donc, c'est pour ça que je parle d'archéologie numérique, parce que du coup, on gratte les photos strate après strate pour essayer de retrouver ce qu'il y avait avant. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie, merci à vous tous et à vous toutes d'avoir pu nous accueillir ce soir.